Volodymyr Zelensky a rencontré Giorgia Meloni à Rome pour discuter des négociations de paix avec Washington. Dans la matinée, il s'est également entretenu avec le pape Léon XIV. La Commission européenne a ouvert une enquête sur Google concernant l'utilisation de contenu en ligne pour alimenter ses services d'intelligence artificielle. Une discussion très approfondie sur tous les aspects de la situation diplomatique. C'est ainsi que Volodymyr Zelensky a résumé sa rencontre avec la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a eu lieu ce mardi au Palazzo Chigi de Rome. Après les hymnes nationaux, les deux dirigeants se sont entretenus pendant près d'une heure et demie. Giorgia Meloni a notamment salué le travail de l'équipe de négociation ukrainienne. De son côté, le président ukrainien a déclaré qu'il faisait confiance au gouvernement italien et qu'il était toujours prêt pour la tenue de nouvelles élections dans son pays, en réponse aux critiques de Donald Trump, qui lui a récemment reproché de ne pas avoir lu son plan de paix et a appelé Kiev à l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel. Dans la matinée, Volodymyr Zelensky a été accueilli par le pape Léon XIV à Castel Gandolfo, au sud de Rome. Le souverain pontife a réitéré la nécessité de poursuivre le dialogue, tandis que le président ukrainien l'a informé du travail diplomatique avec les États-Unis et des efforts nécessaires pour le retour des enfants enlevés par la Russie. L'étape italienne de cette tournée diplomatique intervient après de récentes visites à Londres et à Bruxelles, où Volodymyr Zelensky a rencontré plusieurs dirigeants européens et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le gouvernement lituanien a déclaré l'état d'urgence en raison des risques pour la sécurité posés par des ballons de contrebande en provenance du Bélarus qui ont violé son espace aérien ces dernières semaines. Ces ballons sont utilisés pour introduire clandestinement des cigarettes en Lituanie, mais les autorités affirment qu'il s'agit d'actes délibérés de perturbations orchestrées par le Bélarus. Les tensions entre Vilnius et Minsk se sont aggravées après que les ballons ont contraint la Lituanie à fermer à plusieurs reprises son principal aéroport au cours des dernières semaines, laissant des milliers de personnes bloquées. Les autorités ont également fermé la frontière bélarusse pendant plusieurs semaines à la fin du mois d'octobre en raison de ces ballons. En annonçant l'état d'urgence, le gouvernement lituanien a invoqué les intérêts de la sécurité nationale et la menace que les ballons font peser sur la vie humaine, les biens et l'environnement. Le gouvernement a demandé au Parlement d'autoriser l'armée à collaborer avec la police, les gardes-frontières et les responsables de la sécurité pendant la durée de l'état d'urgence, durée qui n'a pas encore été précisée. Interviewé dans Europe Today, le commissaire européen à l'économie Valdis Dombrovskis a réagi à la publication de la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis, publiée vendredi dernier par la Maison-Blanche. Alors que Washington y adopte un ton très critique envers l'Union européenne, le commissaire a appelé les 27 à faire bloc. It's clear that European Union is actually providing strengths for members of the European Union, especially smaller countries, because in a current more conflictual, power-based world, it's certainly you can seek strengths in unity. Selon l'administration Trump, l'UE serait confrontée à la menace d'un effondrement civilisationnel. Le gouvernement américain dénonce une atteinte à la liberté d'expression, une répression de l'opposition politique, ainsi qu'une perte des identités nationales et de la confiance en soi. Valdis Dombrovskis a indiqué ne pas partager cette analyse et a appelé l'UE à faire preuve de davantage d'assurance, notamment dans le dossier de la guerre en Ukraine. La Commission européenne a lancé une enquête sur Google concernant l'utilisation de contenu en ligne pour alimenter ses services d'intelligence artificielle. L'enquête examinera si Google a utilisé le contenu des éditeurs de sites web pour fournir des services d'IA générative sur des pages de résultats de recherche sans compensation appropriée et sans leur donner la possibilité de refuser. Elle déterminera également si des vidéos téléchargées sur YouTube ont été utilisées pour entraîner les modèles d'IA génératifs de Google. Selon le géant de la technologie, la plainte pourrait entraver l'innovation sur un marché plus concurrentiel que jamais. Cette décision intervient quelques jours après que l'UE a infligé une amende au réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint la loi sur les services numériques qui a fait date, ce qui a encore aggravé les tensions transatlantiques. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025, l'UE et les États-Unis s'opposent sur l'application des règles numériques par l'Union. L'administration du président Donald Trump accuse l'UE de cibler uniquement les entreprises américaines. L'Union affirme, elle, que sa législation n'est pas discriminatoire.
Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il autoriserait le fabricant de processeurs Nvidia à vendre des puces H200 à des clients agréés en Chine moyennant un supplément. Ces minuscules puces sont utilisées pour alimenter toute une série d'appareils électroniques, des smartphones aux équipements médicaux. Et elles sont également essentielles au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Cette décision ouvre un marché important à Nvidia, malgré les craintes que la Chine utilise ces semi-conducteurs avancés à des fins militaires. Un groupe de sénateurs démocrates qui s'est opposé à l'approbation a également souligné le fait que DeepSeek, une grande entreprise chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle, a récemment déclaré que le manque d'accès à des puces conçues aux États-Unis était le plus grand défi à relever pour concurrencer les entreprises d'intelligence artificielle basées aux États-Unis. En avril dernier, Donald Trump a interdit la vente de H20 à la Chine pour des raisons de sécurité nationale. Cette interdiction est intervenue alors que la puce avait été conçue pour respecter les restrictions à l'exportation de l'ère Biden. Quelques mois plus tard, le président est revenu sur sa décision après que Nvidia a accepté de verser 25% de ses revenus chinois au gouvernement américain. Les 27 sont parvenus lundi à un accord sur un projet de loi visant à créer des centres de retour pour migrants afin d'accélérer les procédures d'expulsion. Selon la proposition, les États membres pourraient transférer des demandeurs d'asile vers des centres dans des pays tiers non membres de l'UE sur la base d'accords bilatéraux. Ces centres pourraient servir de zone de transit avant un renvoi vers le pays d'origine ou devenir des lieux d'accueil plus durables pour les personnes n'ayant pas le droit de rester dans l'Union à condition qu'elles puissent y demander l'asile. We now have the legal framework so that the member states can make reception centers and other that sort of solutions with third countries. That is extremely important in order for us to change the fundamental disabilities of the current asylum system, the ways we've been talking about for many years that it's malfunctioning and that we help the wrong people and we don't help the people actually in need and we can't control migration to Europe. That is an important step forward that we just have taken. Les pays sont également parvenus à un accord sur la réserve dite de solidarité migratoire pour 2026. Conformément au règlement de l'UE sur l'asile et la gestion des migrants, cette réserve prévoit la relocalisation d'au moins 21 000 personnes migrantes depuis les pays soumis à une forte pression migratoire vers d'autres États membres. 4 pays, la République tchèque, la Croatie, l'Autriche et la Pologne, bénéficient d'une exemption totale, aussi bien pour les relocalisations que pour les contributions financières liées au mécanisme de solidarité. L'introduction des centres de retour est vivement critiquée par de nombreuses instances de protection des droits de l'homme qui dénoncent une pratique indigne et inhumaine. Il est de retour à la tête de la République tchèque. 2 mois après sa victoire aux élections législatives, le leader du parti populiste ANO, Andrej Babiš, a été nommé ce mardi Premier ministre par le président Petr Pavel. Une nomination qui n'allait pourtant pas de soi. Accusé de conflit d'intérêts, Andrej Babiš a promis de transférer à une structure indépendante les activités de son conglomérat agroalimentaire, Agrofert. Le milliardaire de 71 ans est poursuivi depuis plusieurs années pour fraude présumée aux subventions européennes au profit de ses entreprises. Pour s'assurer le pouvoir, ANO s'est allié au parti d'extrême droite SPD et à la formation de droite populiste Motoristes OBE, mais plusieurs candidats à des postes ministériels ont provoqué des polémiques ces dernières semaines. D'abord pressenti pour mener le ministère des Affaires étrangères, Filip Turek a dû faire marche arrière lorsque des photos de lui en train de faire le salut nazi et des propos violents ont été révélés par la presse. Un autre, Petr Matsenka, qui veut diriger le ministère de l'Environnement, a lui déclaré à plusieurs reprises vouloir annuler toutes les politiques environnementales du pays et se retirer de l'accord de Paris. Le gouvernement doit être nommé dans les prochains jours. Le vote de confiance à la Chambre des députés aura lieu au plus tard le 13 janvier prochain. Les enfants de l'hôpital Hagia Sophia d'Athènes ont eu le droit à une visite un peu particulière ce mardi. Une dizaine de pompiers sont apparus sur leur balcon avec des friandises dans leurs sacs. L'un d'entre eux, déguisé en Père Noël, est arrivé suspendu à une grue pour distribuer des cadeaux aux jeunes patients atteints de maladies graves et qui ne peuvent pas passer les fêtes de fin d'année chez eux. Un moment festif et rempli d'espoir pour oublier le quotidien difficile et la dureté des traitements. Το πυροσβεστικό σώμα έρχεται σε εμάς, δίνει δώρα στα παιδιά με ένα πρωτότυπο τρόπο.
Εμείς αντλούμε δύναμη από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι μαχητές της ζωής, οπότε παίρνουμε παράδειγμα τα παιδιά και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Le Père Noël des pompiers est descendu étage par étage, tandis qu'au sol, ses collègues ont distribué des cadeaux en musique. Αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά που μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une action annuelle du service des pompiers qui mène des initiatives similaires dans les hôpitaux pédiatriques de la capitale grecque pendant les vacances. Près de 17 000 empreintes de dinosaures ont été découvertes par des paléontologues dans une région montagneuse de Bolivie. Les chercheurs californiens ont passé 6 ans à explorer 9 zones différentes avant de découvrir qu'elles étaient toutes reliées entre elles, ce qui en fait le plus grand site préhistorique du monde. Écoutez le directeur du parc, Toro Toro. Es el hallazgo más importante del mundo que se puede observar. 1700 rastros de huellas se encontraron y más de 16.000 huellas simplemente en esta zona. Si hablamos más del parque, de todo el parque nacional, podremos encontrar miles y más. Des empreintes de pas à 3 doigts pourraient avoir 60 millions d'années et provenir de troupeaux entiers de dinosaures. On a également trouvé des traces de spécimens allant jusqu'à 10 mètres et même des tyrannosaures. Ces animaux étaient si énormes que leurs pattes laissaient même des empreintes dans la roche selon les scientifiques. Le site a été découvert dans les années 60 à une époque où les habitants croyaient que des monstres hantaient la région. Les agriculteurs locaux écrasaient fréquemment les ossements qu'ils rencontraient ou labouraient la zone, détruisant ainsi des restes qui étaient inestimables pour la paléontologie.